Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. Est-ce que vous pensez qu'un artiste, chanteur, chanteuse, entre autres, doit profiter de sa notoriété pour faire passer telle ou telle cause? Je pense que c'est bien. Je pense que oui, les artistes doivent faire ça. Et je pense que les écrivains doivent le faire. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous sommes ici trop modestes et trop raisonnables pour prétendre chasser sur les terres de nos amis de France Musique. Mais si cette émission est consacrée à Barbara, chanteuse hors de pair, c'est parce qu'en la restituant dans son temps, on est conduit vers un bon nombre des émotions collectives, des pulsations politiques et des mouvements sociaux dont elle a reflété au cœur de son art la vibration. Elle l'a fait dans l'épaisseur de son époque, dont elle nous parle d'une voix sans pareille. Mais l'entendre aujourd'hui, c'est aussi être conduit à rechercher les motifs pour lesquels son œuvre nous parle encore si fort. C'est sans le moindre didactisme, assurément, mais d'autant plus profondément, peut-être. Il ne faut pas être grand clerc, en effet, pour débusquer dans l'aventure musicale spécifique de Barbara des échos contemporains, après d'un demi-siècle de distance. L'itinéraire de cette petite enfant juive, ballottée par la guerre, abusée par son père, et émergeant non sans diverses malaventures au premier rang de la popularité, nous dit beaucoup, au-delà des simples bonheurs qu'elle a apportés à son public au fil de plusieurs générations. En la suivant, au long de sa carrière, nous allons rencontrer ses divers combats civiques. Elle va nous parler des femmes opprimées par la société de son époque, des exclus et des malades, avec au premier chef les ravages du sida, de son soutien au socialisme vainqueur de 1980 et même et surtout peut-être de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. C'est là que surgit Göttingen, l'une de ses créations les plus célèbres, entre hasard, instinct et détermination. Sébastien Bost, mon invité, est chargé de cours en art du spectacle à l'université de Tours. Il donne à bien connaître, dans ses travaux, l'œuvre de Barbara, originale et intense, tourmentée et généreuse. Bienvenue dans cet univers. Et d'abord, Perlimpinpin, 1973. De prendre une cause humanitaire comme ça et de la défendre. Écoute, je sais pas si c'est le rôle d'un chanteur. Je sais que si on vit dans une vie où se passent des choses, il est difficile d'écrire et de vivre cette vie sans en être entièrement touché, puisque tu vis avec ça et tu chantes avec ça, tu ne peux pas rentrer en scène sans tout ce qu'il y a autour de toi. Je sais pas si c'est le rôle ou si c'est un état d'être qui fait qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et que comme nous avons ce privilège d'être au-devant et quelques moments sous la lumière et d'être écouté, même si c'est un faux pouvoir, il y a des moments où on nous écoute, et ben il me paraissait évident que de cette lumière-là, il fallait s'en servir aussi pour dire ça. Et que chacun a un combat. Moi, il y a d'autres choses dont je ne sais pas parler, mais il m'a semblé que celui-là pouvait être le mien. Sébastien Bost, bonjour. Bonjour. Après Perlimpinpin, nous avons entendu une archive empruntée à l'émission de François Delétraz, Jeu de Louis, en date du 19 novembre 1993. J'ai ouvert avec cette chanson notre conversation et avec ce propos qui, je crois, nous conduit tout droit à la problématique qui sera la nôtre. Barbara citoyenne, Barbara dans la cité. J'ajoute d'emblée que malheureusement nous ne pourrons pas donner des chansons entières, ce que nous faisons d'habitude à cette émission, et ce sera un peu une souffrance, mais si nous les proposions complètes, elles occuperaient toute l'émission. Vous trouvez là celle que vous avez tant aimée, celle que vous aimez tant, celle que vous célébrez si bien dans vos travaux, vous la trouvez telle qu'en elle-même,
Oui, car on voit toute sa modestie et en même temps toute sa conscience d'artiste qui est très vigilante à l'égard des malheurs du monde et des détresses humaines. Barbara dit qu'elle ne sait pas si c'est le rôle d'un artiste de s'engager pour des causes, mais c'est son devoir, puisqu'elle dit on ne peut pas, quand on a une parole publique et quand on a un public, une audience qui nous suit, on ne peut pas ne pas dénoncer des choses ou favoriser, proposer des solutions. Donc c'est peut-être pas le rôle de l'artiste de s'engager, mais c'est son devoir. Elle refuse l'expression d'artiste engagé. Oui, parce que pour elle, l'artiste engagé, c'est une artiste qui va militer concrètement avec des solutions qui passent par des manifestations, des signatures de pétitions, etc. Donc pour elle, c'est cette façon très traditionnelle, si j'ose dire, qui ne lui convient pas forcément. Elle veut lier son engagement avec sa façon de faire de la musique et avec sa relation qui la lie au public, qui est une relation placée sous le signe de la fraternité et de l'amour. Mais non sans courage, on peut le dire, je crois, dès à présent. C'est Charles Aznavour, qui fut son ami, qui disait son secret, c'est qu'elle se permettait tout. Elle osait tout, et en osant tout, elle était sincère. Et c'est pour ça qu'on l'écoute, et c'est pour ça qu'on la suit, c'est parce qu'on sait que derrière les paroles de ses chansons ou ses prises de parole publiques, il y a une très très grande sincérité. À aucun moment, Barbara n'essaie de jouer un rôle, de jouer un personnage. Elle se livre dans ses chansons comme dans ses discours, entre guillemets, avec une authenticité touchante et désarmante. Il faut que nous la situions dans son siècle, naturellement, et que nous rappelions ce que sont les origines de cette petite fille ballottée par la guerre. Alors Barbara, elle est née à Paris en juin 1930, mais c'est vrai que son père était un juif alsacien. Sous le nom de Monique Cerf. Oui, on prononce pas normalement le F, mais bon, on dit Monique Cerf, effectivement. Donc son père était juif alsacien, et du côté maternel, ses grands-parents, enfin ses ancêtres maternels, étaient d'origine russe. Sa mère était née à Tiraspol en Moldavie, sa grand-mère à Zlatopol en Ukraine. Il y avait de la famille aussi à Odessa, et ce sont des juifs ashkénazes qui, dès 1905, ont été persécutés par les pogroms du pouvoir russe en place, et encore plus en 1919-1920, lorsqu'il y a eu cette tentative de république démocratique d'Ukraine qui n'a duré que 2-3 ans, et là où la répression à l'égard des juifs notamment a été très très sévère. Et ce sont donc toute la famille de sa mère qui a été jetée sur les routes et qui a traversé toute l'Europe centrale pour venir se réfugier en France. Sa grand-mère s'appelait Varvara, et c'est une des origines, nous dit-on, du nom qu'elle a choisi, avec un arrière-plan des histoires de steppes, de loups. Absolument, parce que cette grand-mère adorée, cette grand-mère maternelle, une fois à Paris, racontait à sa petite fille, la petite Monique, qui ne s'appelait pas encore Barbara, racontait justement ce passé. Et elle essayait presque de l'idéaliser aux yeux de sa petite fille, parce que elle a très tôt, par ses histoires, ses contes, ses légendes, elle a instillé chez Barbara cette conscience, cette vigilance à l'égard des détresses, cette nécessité de résister à toutes les formes d'oppression, de discrimination, mais elle a aussi présenté à Barbara la solution, parce que les ancêtres maternels de Barbara étaient aussi des baladins. C'était les balaganes russes, cracheurs de feu, dompteurs, et qui montaient sur des tréteaux pour faire des petits spectacles. Et lorsqu'ils ont fui la Russie, ils vivaient aussi de leur art de la rue, c'était des artistes de rue. Et donc ce qui est formidable, c'est qu'on résiste à l'oppression en chantant et en continuant à perpétuer le sens de la fête. Et en étant extrêmement mobile. Le mot d'errance, le mot de mouvement me paraît intrinsèquement lié au destin de Barbara. Le mot de nomade qu'elle emploie beaucoup, parce qu'elle va ensuite reproduire ce mode de vie, une vie de tournée. Chez Barbara, la troupe, la route, la roulotte, on n'est pas en studio chez Barbara. On va sur les routes et on sillonne les routes, pour semer des paillettes de féerie, y compris sur les douleurs et sur les détresses humaines. Oui, elle n'aime pas les studios, elle le dit. Il lui faut son public, son cher public. Absolument, il lui faut la route, cette énergie,
cette communauté aussi, la troupe, très important chez elle. Alors cette fuite pendant la guerre, quelques précisions s'il vous plaît. Oui, alors pendant la guerre, effectivement, sa famille est amenée à fuir dès 1939. Et alors il est bien évident que elle, comme petite fille, elle revit, si vous voulez, à l'âge de 10 ans, ce que donc ses ancêtres ont vécu pratiquement 20 ans plus tôt, ou 30 ans plus tôt en Russie. Et alors, évidemment, c'est l'exode, donc la famille fuit Paris, mais elle vit d'abord l'éclatement de sa famille, puisqu'elle elle est confiée à une tante, ils partent d'abord vers Poitiers, puis ils sont séparés. Roanne. Il y a Roanne aussi, il y a Tarbes, et puis ça se finit bien sûr dans le Vercors, à Saint-Marcellin en Isère. Le passage quand même dans l'Indre, là, est très important, parce que Barbara, elle a quand même échappé alors qu'elle était petite fille au bombardement d'un train dans la plaine de Châtillon, où il y a eu beaucoup de morts et où ils sont restés pendant 2-3 jours, les rescapés comme ça, livrés à eux-mêmes dans les champs ou dans la campagne berrichonne. Et ensuite, ce sont des gens qui sont venus les secourir, des gens évidemment du coin, et elle a trouvé refuge dans une famille à Préau, dans le petit village de Préau, dans l'Indre. Et à Préau, ensuite, ils l'ont cachée lorsqu'il y a eu des rafles, etc. Elle était chez une famille de justes, qui l'ont cachée pour qu'elle évite d'être embarquée par les rafles de Vichy. Et alors ensuite, effectivement, toute la famille s'est retrouvée dans le Vercors, dans le petit village de Saint-Marcellin en Isère, où là, ils sont restés plus longtemps. Ils sont restés 2 ans. Dans son beau livre consacré à Barbara, Marie Schex, qui a été l'assistante de Barbara, évoque l'arrivée à Marcellin, l'émotion, les larmes. À partir du moment où j'ai été épargnée, alors que beaucoup ne l'ont pas été, fuir d'hôtel en hôtel, c'est quand même une aventure, même avec la peur, se cacher quelque part, ça a été aussi très excitant dans la tête d'un enfant qui voit pas forcément le danger, qui comprend, mais qui, beaucoup d'autres n'ont pas eu ce privilège-là de fuir ils ont même pas eu le temps de fuir. Quand ceux qui vont s'en vont aller, quand le dernier jour s'est levé. C'était un extrait de l'émission Synergie de Jean Lucas, le 27 décembre 1996. On ne peut qu'être sensible à une sorte de contradiction. Je ne sais pas si vous l'éprouvez comme tel, Sébastien Bost. D'un côté, Barbara se défend d'avoir été traumatisée par la guerre. Elle l'a considérée avec ses yeux d'enfant. Nous vivions comme hors la loi et j'aimais cela quand j'y pense. Et dans le même temps, elle précise que les souvenirs de l'enfance sont les pires. Ceux de l'enfance nous déchirent. Oui, la contradiction n'est qu'apparente, parce que chez Barbara, les souvenirs d'enfance sont les pires et nous déchirent, parce que s'ils sont heureux, ils nous obligent à vivre perpétuellement dans une forme de nostalgie. Et s'ils sont traumatisants, ils nous empêchent de construire notre vie. Donc de toute façon, que les souvenirs d'enfance soient heureux ou malheureux, il nous entrave quelque part. C'est la période aussi de ce qu'il faut évoquer moins brièvement, c'est le temps de l'inceste. Son père la violente. Oui, on sait que ça a commencé en 1942 jusqu'au moins en 1946. On a appris ce drame terrible très tard, après la mort de Barbara, dans des mémoires qui ont été publiées à l'état fragmentaire, parce qu'elle était en train de les rédiger au moment de sa mort. Donc ce sont dans ces mémoires posthumes qu'elle révèle ce drame de l'enfance. Ce qui est intéressant lorsqu'on relit le passage dans lequel elle évoque cette tragédie, c'est qu'elle s'arrête tout de suite au moment où elle s'apprête à la raconter. Un soir, à Tarbes, oui. Mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, j'ai toujours ressurgi. Ce qui est particulièrement émouvant dans ce passage, c'est qu'il y a la révélation d'un drame terrible, mais que tout de suite, elle parle des enfants de manière générale, et on comprend que ce qui la motive en premier pour lever le voile sur un drame aussi personnel, c'est parce qu'elle veut aussi, en tant qu'artiste, s'exprimer au nom d'enfants qui connaissent
la même détresse qu'elle et qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils n'ont pas les mots ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une parole publique, de s'exprimer. Donc si elle lève le voile sur cette partie de son enfance, ne serait-ce que tardivement, c'est aussi parce qu'elle veut en faire un fait de société. Mais on ne peut pas ne pas se dire que, compte tenu des révélations récentes de toute nature sur ces drames beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait le penser, ce témoignage prend une couleur spécifique. Vraiment. Et là, on voit la Barbara lanceuse d'alerte qui veut absolument parler au nom d'une majorité silencieuse qui ne peut pas, soit parce qu'elle n'en a pas la possibilité, soit parce qu'elle n'en a pas la force ni la capacité de le faire. Donc elle veut parler au nom de ces victimes-là. Elle a fait 3 chansons qui semblent concerner ce thème. Nantes 1964, Au cœur de la nuit 1967, et puis L'Aigle Noir, qui est peut-être une de ses chansons les plus profondes, les plus sombres, et qui remonte à 1970. Disons qu'il y a eu une tentation tout à fait légitime de relire une certaine partie de son répertoire à la lumière de cette révélation sur l'inceste. Et c'est vrai que de son vivant même, alors que nous n'en avions pas connaissance, Marie Schex, son assistante, qui était son assistante à la fin des années 60, avait dans un livre opérer un rapprochement entre effectivement 3 chansons. La chanson Nantes où elle évoque la mort de son père, la chanson L'Aigle Noir et la chanson Au cœur de la nuit où elle évoque un rêve et une voix surgie d'outre-tombe qui vient la tourmenter. Parce que les 3 chansons contiennent des vers identiques ou des formules identiques qui reviennent. Et donc, Marie Schex avait déjà émis l'hypothèse que ces 3 chansons essayaient de réparer une image paternelle pour le moins problématique. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, Sébastien Bost, les premières années, toujours une errance, les premières années de sa carrière de chanteuse. Il a fallu du temps pour qu'elle fût révélée au grand public. C'est la deuxième errance de Barbara, c'est-à-dire qu'après avoir été une enfant de la guerre, elle est une jeune femme, une jeune artiste en herbe qui n'a pas de relais, et qui est jetée sur les routes. Elle quitte Paris brutalement dès 1950 après le départ de son père. Et entre France et Belgique. Oui, parce qu'elle espère rejoindre un cousin en Belgique qui a des entrées dans les cabarets, finalement qui ne l'aidera absolument pas. Elle se retrouve à Bruxelles. À mendier dans les rues, il faut bien le dire. Elle vit dans une extrême précarité. Elle a la chance de rencontrer une jeune femme qui s'appelle Peggy et qui la présente à une bande de copains qui sont à la fois étudiants, artistes et qui tiennent un petit cabaret comme ça. Donc c'est sa première famille d'artistes et elle va chanter pendant plusieurs années dans des beuglans en fait belges, où elle va d'ailleurs se faire siffler, moquer. Elle apprend le piano sans avoir vraiment de formation musicale. Cela est très frappant. Oui, ce sont des amis qu'elle rencontre, notamment une pianiste géorgienne qu'elle va rencontrer en Belgique, qui s'appelle Eteri Rouchadze, qui va l'initier un peu au piano. C'est vrai que Barbara, vous savez, Barbara d'abord a eu une scolarité très chaotique et elle n'est pas du tout passée par les formations académiques. Donc, elle connaît la musique, mais elle n'a pas eu de formation en solfège ou en harmonie musicale, etc. Ni en culture littéraire, et pourtant son œuvre est puissamment inspiré par toutes sortes d'auteurs, notamment romantiques. Le répertoire de Barbara est très imprégné de l'univers de Baudelaire, de Musset et surtout de Verlaine et de Rimbaud. Elle retrouvait dans le parcours de Verlaine et Rimbaud un peu de sa propre identité, puisqu'ils avaient également erré sur les routes, ils s'étaient réfugiés en Belgique eux aussi. Donc elle retrouvait cet esprit. Oui, Barbara est une parfaite autodidacte, mais bien sûr qu'elle a une très très grande culture littéraire et artistique qu'elle s'est forgée elle-même, et évidemment, oui, très marquée par la poésie du 19e siècle, en effet. Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en des châteaux d'autrefois pour l'amour d'une reine. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors après ces malaventures, ces turbulences, c'est un mot qu'elle aimait bien, turbulence, elle va trouver le succès en passant par le lieu très important du cabaret de l'Écluse. Les années 50 sont le temps du cabaret. Oui,
L'Écluse, c'est la fin des années 50, parce qu'elle avait d'abord passé 2 auditions, je crois, dès 52, puis ensuite en 54, où le cabaret, à ce moment-là, l'a refusé, mais elle a persévéré, et finalement, elle a appris son métier à l'épreuve d'un public pas toujours facile, et puis elle s'est frottée, à des expériences diverses et variées en Belgique, et elle a fini par être engagée à l'Écluse, donc ce fameux cabaret du quai des Grands Augustins, tout près de la place Saint-Michel. C'est dans ce décor qu'émergent à l'époque Moustaki, Aznavour, Gainsbourg, Montand et Ferrat. La plupart d'ailleurs sont d'origine étrangère. Ce n'est pas sans intérêt à signaler aujourd'hui dans l'ambiance qui est la nôtre. Absolument. Et il justement, ça joue aussi sur leur rapprochement, sur leur esprit de camaraderie, leur esprit à la fois bohème et potache, mais aussi cette identité artistique, cette fibre artistique qui les unit, qui les soude profondément. Et c'est vrai que là, Barbara va trouver son premier public de fidèles au sein de l'Écluse. Elle va surtout être remarquée par Pierre Yegel, qui est directeur artistique de Pathé Marconi, qui va lui faire enregistrer son premier disque qui s'appelle La chanteuse de minuit. Alors, il faut préciser qu'à cette époque, elle ne chante pas encore ses propres textes. Elle reprend le répertoire de la Belle Époque, 1900, et elle chante les chansons de Brel et de Brassens. Pour la Belle Époque, c'est Fraxon, je pense, cette chanson qui est vraiment pleine d'humour, qui s'appelle Les Amis de Monsieur. Voilà, elle chantait des chansons très drôles, Les Amis de Monsieur. Elle chantait Mayol aussi, elle vendait les petits gâteaux. Elle chantait Brassens et Brel également. Et là, qu'est-ce qu'elle a chanté de Brassens? Elle a fait tout un disque sur Brassens. Elle chantait Pénélope, la femme d'Hector, La petite fille et le Père Noël. Elle chantait Pauvre Martin, etc. Et de Brel, elle chantait Misère. Et oui, bien sûr. Et là, elle a été remarquée par donc Pierre Yegel de chez Pathé Marconi, qui lui a fait enregistrer l'un de ses premiers disques, La chanteuse de minuit. Et puis ensuite, c'est Gilbert Sommier, le directeur des Capucines, qui l'a remarqué et qui lui a proposé de venir chanter lors des soirées et chansons qu'il organisait au théâtre des Capucines les mardis soirs, les soirs de relâche, pour lancer un peu les artistes en herbe. Et là, on est cette fois en novembre 63, on est 5 ans plus tard. Et c'est en novembre 63 qu'elle va créer donc la chanson Nantes, qui va impressionner tout le monde. Et dans la salle, ce soir-là, il y a Denise Glaser, la célèbre productrice d'émissions de télévision, qui tient la grande émission dominicale, Discorama, qui va tout de suite qui va tout de suite inviter Barbara dans son émission, et qui va vraiment la lancer. Donc vous voyez, il y a d'abord l'engagement au cabaret de l'Écluse, le disque avec Pierre Yegel. Elle est remarquée par Gilbert Sommier, puis par Denise Glaser, et ensuite c'est Claude Dejac, le directeur artistique de chez Philips, qui lui fait enregistrer Nantes, et là, voilà, c'est le début. Et à quel moment, Sébastien Bost, situeriez-vous le moment où elle se sent, vraiment, elle est entraînée à parler des choses de la cité? Elle ne va pas le présenter comme ça, mais elle va dire, en tout cas, il y a un moment très net où j'ai eu envie de chanter mes propres chansons, et de parler en mon nom, notamment parce que je suis une femme et que j'avais envie de dire des choses en tant que femme. Donc elle ne met pas forcément sa conscience citoyenne en avant, mais elle met en avant le fait qu'elle est une femme et qu'en tant que femme, au début des années 60, elle a des choses à dire qui sont peut-être, et un regard sur le monde différent de celui qui est porté par les hommes. Vous la diriez féministe ? Alors elle ne se désignait pas comme ça, mais c'est vrai qu'elle genre quand même beaucoup son passage à l'écriture et le passage de ce qui était simplement un répertoire chez elle, de chansons des autres, à ce qui va devenir une œuvre, et une œuvre personnelle, où elle s'exprime en son nom. Alors on la repère à plusieurs reprises comme intervenant, tout en s'en défendant dans les choses de la politique. Je crois surtout que si elle s'en défend, c'est par modestie, parce qu'elle ne se sent pas non plus investie d'une parole sacrée, et qu'elle n'a pas non plus le mandat pour le faire. Ce n'est pas une femme politique, et c'est au sens élu, passant par des... Voilà, bien sûr. Et je crois que c'était sa modestie qui l'a poussée à ne pas vouloir se présenter comme une chanteuse engagée. Évidemment, pour intervenir, il y a le truchement du journal. Et elle est, de façon intéressante,
très réticente toujours à l'égard des interviews, même si elle y consent. Nous en donnons et nous en donnerons quelques démonstrations. À Maurice Béjart, qui lui demande en 1966 « Ça t'a embêté, le succès ?» Elle a cette réponse, une confidence qui est vraiment saisissante. À la fois, ça m'a émerveillé, à la fois, ça m'a beaucoup dérangé parce que c'était comme un viol. Au départ, j'étais très malheureuse de ça, je ne comprenais pas. J'avais l'impression tout à coup que ma vie était déchirée et jetée, enfin c'était comme un ventre ouvert. Parce qu'il faut bien répondre des choses aux journalistes, on dit des choses et puis ils les entendent d'une autre façon, ils les écrivent encore d'une autre manière, alors ça c'est affreux. Nous avons écouté plusieurs interviews d'elle, évidemment, et on est toujours frappé du fait que la plupart des journalistes essayent de l'entraîner vers des considérations sur sa façon de chanter, sur son art, etc., et que ça la gêne et qu'elle s'en défend. Oui, parce qu'elle était très agacée par le fait que on voulait donner une image d'elle de chanteuse intellectuelle rive gauche, sombre et déprimée, qui ressasse son mal de vivre à longueur de rengaine mélancolique, et elle ne se reconnaissait absolument pas dans ce portrait. De même, elle se méfiait beaucoup de tout ce qui est médiation, parce qu'elle a construit toute sa carrière et son œuvre sur un rapport direct sur scène avec le public. Et lorsqu'elle lisait des comptes rendus d'interview ou ce qu'on disait d'elle dans les journaux, elle ne reconnaissait pas les paroles qu'elle avait prononcées. Elle ne se reconnaissait pas. Il y avait un travail de filtre ou un travail de réinterprétation qui la gênait beaucoup. Donc, mais elle savait aussi faire la part des choses et avoir une très grande gentillesse et un très grand respect à l'égard des journalistes, et aussi une démarche de séduction avec eux, c'est-à-dire je joue aussi à ce que je peux vous dire et ce que je ne vous dirai jamais. C'était aussi tout le charme de l'artiste qui veut bien dévoiler certaines choses et qui sait très bien qu'elle n'ira pas au-delà d'un certain Une stade. des premières causes, en tout cas, qui la saisit, qui l'arrache à cette pudeur qu'elle manifeste souvent à l'égard des choses de la cité, c'est l'affaire de Gabriel Russier. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. On est en 1969. Oui, donc c'est un fait divers. Enfin, c'est une affaire qui a dépassé le simple fait divers, et qui a presque déchiré la société française à la fin des années 60, puisque c'est l'histoire donc de cette professeure de lettres d'un lycée des quartiers nord de Marseille qui était tombée amoureuse de l'un de ces jeunes élèves lycéens et qui avait entretenu avec lui une passion réciproque, mais bien sûr coupable. Et Gabriel Russier... coupable dans la législation de l'époque. Absolument, puisque... Et c'est vrai que Gabriel Russier a été bien sûr jugé, condamné. Elle s'est tuée. Voilà, et elle s'est suicidée quelques semaines avant son procès en appel. Et c'est vrai que cette figure très marquante a été vraiment presque un symbole. C'était si vous voulez, c'était un peu le discours de l'amour contre le discours. Bon, c'était d'abord une grande affaire de morale, et c'était le discours du cœur contre la raison. D'ailleurs, Pompidou s'est exprimé à ce propos. Oui. En citant Éluard dans une fameuse conférence de presse. Moi, mon remords, ce fut, voilà. etc. Et alors, cette affaire, non seulement a ému le grand public et a donné lieu, chez les artistes, donc, à de nombreuses évocations. Il y a eu notamment ce fameux film d'André Cayatte qui s'appelle Mourir d'aimer avec Annie Girardot, bouleversant dans le rôle, la chanson d'Aznavour, mais aussi une chanson d'Anne Sylvestre pour Gabriel, etc. Et Barbara alors ? Et Barbara, alors elle, c'est plus discret, mais c'est vrai qu'elle écrit une chanson qui s'appelle Amours incestueuses, qui est alors bon, le titre, c'est un titre métaphorique qui évoque. Il ne s'agit pas là d'elle-même du tout. Non, absolument pas. Elle évoque dans cette chanson une histoire d'amour rendue impossible par l'écart d'âge qui sépare une femme mûre de 40 à 50 ans du jeune homme dont elle est éprise et qui a 20 ans. Et cette chanson semble directement inspirée de l'affaire Gabriel Russier. Il est évident que de toute façon Barbara n'a pas pu y être insensible. On la retrouve engagée, même si elle refuse l'adjectif, à l'occasion de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, dans des circonstances qui méritent d'être évoquées. Sébastien Bost. Lors de la campagne présidentielle de 1981, elle ne l'a pas soutenue
publiquement ou directement, mais c'est vrai qu'elle avait affiché ses sympathies clairement, bien évidemment, et surtout elle a été emportée par le projet de société que proposait François Mitterrand avec ce fameux slogan « Changer la vie », qui d'ailleurs était inspiré d'une formule de Rimbaud, qui était donc une référence littéraire parmi d'autres chez Barbara. Et c'est vrai que changer la vie, créer cette utopie d'une communauté fraternelle qui répare les blessures de l'histoire dans un grand projet collectif tourné vers l'avenir ne pouvait que la séduire. D'où cette chanson Regarde, qui suit de peu l'accession d'un enregistrement en live. Cette chanson n'a pas été enregistrée en studio, mais c'est un hommage évidemment puissant. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent deux par deux, le cœur en amoureux. Oui, la chanson a été créée en public à Pantin lors du tour de chant de Barbara quelques mois après l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que elle rend hommage à la grande marche du Panthéon le 10 mai 1981, où effectivement Mitterrand, le président Mitterrand, escorté de toute une foule en liesse, a marché vers le Panthéon. Avec les trois roses à la main, Schœlcher, Jean Jaurès et Jean Moulin. Et ce qui a beaucoup ému Barbara, c'est de voir tous ces jeunes, toute cette communauté jeune qui était autour de ce président. Et en fait, c'est ça qu'elle célèbre, parce que lorsqu'elle dit les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, et tout de suite elle dit écoute ces fanfares et musique, tintamarre magique, ils semblent danser leur vie recommencée. Et on a l'impression aussi qu'elle parle de ce qui se passait dans ses propres concerts. Ce qui l'a vraiment émue dans le geste de François Mitterrand, c'est qu'elle retrouvait dans l'utopie politique qu'il proposait et dans la ferveur qu'il dégageait autour de lui, ce qu'elle essayait de créer elle-même dans ses propres concerts, c'est-à-dire un espace utopique où tous les gens sont là rassemblés pour écouter des chansons et réparent leur vie ou réparent les déchirures de l'histoire à travers des chansons. Et c'est vrai que lorsqu'elle parle de François Mitterrand, un homme, une rose à la main, on peut toujours imaginer en surimpression Barbara également une rose à la main en train de chanter sur scène. Il y a presque les deux images qui se surimpriment, un écho. Son premier album, ou un de ses premiers albums où elle n'avait pas voulu mettre son visage, comporte des roses déjà. Voilà. Et voici la manière dont, 15 ans plus tard, peu de temps avant sa mort, elle a disparu en 97, en décembre 96, comment elle regarde dans une émission de Pierre Bouteiller et Sophie Leloirne, comment elle considère sa prise de position de 1981 en chanson. Sur le plan politique, vous avez dédié une chanson à François Mitterrand. Oui, mais mon choix est fait. Enfin, c'est vrai que je suis socialiste. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cet homme-là. C'est sûr que j'ai pour cet homme-là une grande admiration et surtout une immense tendresse. Et quand il est parti, j'ai eu comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de peine, et que j'ai eu aussi à un moment donné beaucoup de peine sur le chemin que prenait le socialisme aussi. Mais je veux pas parler de ça. Mais c'était plus un sentiment personnel qu'une réflexion politique, alors. Oui. Et les deux souvent. Mais vous admettez que ça peut marcher dans l'autre sens aussi, qu'un chanteur ou une chanteuse peut être de droite? Oui, la tolérance bien sûr me fait dire que bien sûr, oui, peut être de droite. Oui, enfin, écoutez, oui, bien sûr, il peut pas être d'extrême droite. Ça c'est clair pour moi. Il peut pas être d'extrême droite. Ça c'est clair pour elle. Et à partir de ce moment tournant de 1981, de plus en plus souvent, les chansons de Barbara portent de plus en plus souvent le signe d'un engagement. Je voudrais que vous citiez plusieurs exemples à cet égard. Je pense à Malik Oussekine, par exemple, ou aux engagements en faveur des prisonniers, et puis le sida. Oui, c'est vrai que l'affaire Malik Oussekine en 1986 a inspiré à Barbara la fameuse chanson Les enfants de novembre, où elle célèbre les élans de la jeunesse pour davantage de tolérance, de pacifisme. C'est le garçon qui a été tué par des brigades mobiles en marge des manifestations contre la loi de Vaquet. Voilà, sur la réforme des universités. Il y a également bien sûr la chanson Si d'amour en 1987 qui traduit son engagement
pour le sida auprès des malades, de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Cochin, puisqu'elle se rendait dans les services des soins palliatifs pour accompagner les malades, et elle se rendait, voilà, notamment, elle a écrit cette fameuse chanson qui s'appelle Le Couloir, et puis il y a la chanson au début des années 90 qui s'appelle Rêveuse de Parloir, qui est dédiée aux femmes détenues des prisons des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Montluc, d'Amiens. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire elle se rend aux côtés de personnes opprimées qui n'ont pas droit à la parole et qui ont perdu une forme de dignité sociale. Par exemple, son engagement pour le sida, il est directement lié au fait que dans les années 80, il y avait ce discours qui consistait à considérer que les malades du sida étaient punis pour leur toxicomanie ou leur déviance sexuelle supposée. Et elle ne pouvait pas supporter d'entendre un tel discours. Écoutons-la en parler. C'est un extrait de l'émission de François Deletraz, Jeu de Louis, en novembre 93. Quand c'est arrivé, la première fois que j'ai entendu parler, il m'a semblé que ça allait être une chose effrayante. Et que, puisque je parlais tellement d'amour, et qu'arrivait cette chose dans l'amour et par l'amour, que peut-être je pouvais en parler. Et j'ai cru que je pourrais en parler aux gosses, etc. Donc j'ai écrit la chanson. Et je l'ai chantée, et puis après, alors souvent on m'a dit oui, c'est parce que vous êtes hanté par la mort, ce que nous racontait le sida, etc. Mais moi, j'avais cette certitude que déjà c'était une chose très grave. Alors que quand j'en parlais, on me disait mais non, et puis il faut pas en parler, et puis ceci. Donc j'ai commencé ce combat, et j'ai bougé autour de ça, j'en ai parlé aux gosses, parce que ça concernait tout le monde, et il y avait une espèce de discrimination qui faisait qu'on disait, et maintenant on s'aperçoit que les femmes sont touchées, c'est hallucinant, j'ai entendu le jour radio, oui les femmes aussi, mais comment les femmes aussi, mais on le savait comment les femmes aussi, et les enfants sont touchés, et on n'en parlait toujours pas, toujours cette manière de se dissimuler, de se cacher derrière son petit doigt, et le mal avançait. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, je continue de dire, tant pis si on en rit, qu'il y a une non-information. Bien sûr, on sait que l'HIV existe. Bien sûr, on sait que le sida existe. Mais on ne sait toujours pas, on en est toujours à savoir si ça s'attrape par une brosse à dents. Moi, je connais des gens encore qui posent ces questions. Donc, s'ils les posent, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur explique. De même qu'il y a eu à un moment donné, au départ de cette maladie, où les familles, où on ne suivait pas. Moi, j'ai vu partir tellement de malades seuls, où les familles même ne venaient pas parce qu'elles ne savaient pas. Peut-être elles avaient peur d'attraper, peut-être parce qu'elles pensaient que c'était quand j'ai commencé à entendre que c'était une punition de Dieu. Alors, si on ne bouge pas à ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est terrible. Une punition. Barbara lie sa conscience humaniste avec son histoire personnelle, puisque si elle se rendait auprès des malades et qu'elle leur tenait la main au moment de mourir, c'est parce que elle n'avait pas pu le faire pour son propre père, auprès duquel elle n'a pas pu se rendre à l'heure de sa dernière heure, comme elle le dit dans la chanson Nantes. Rue de la Grange-au-Loup, absolument. Et c'est ça, elle mêle son histoire avec la grande histoire, d'une certaine façon, c'est ça qui est très beau. Et dans les prisons, elle se rendait dans les prisons pour faire de la prévention contre le sida, parce qu'elle savait que la maladie pouvait s'y propager, et elle chantait. Dans toutes les prisons, aux Baumettes, à Montluc, à Fresnes, à Fleury-Mérogis. Elle a même écrit une chanson dédiée aux détenus, qui s'appelle Rêveuse de Parloir, où elle cite longuement le prénom des détenus qu'elle a rencontrés, parce que ce qui fait le fil conducteur finalement des chansons de Barbara, c'est de redonner à ceux qui l'ont perdu ou qui en ont été privés leur dignité. Avec une chanson de Barbara, on relève la tête, les opprimés retrouvent leur dignité. Il nous reste quelques minutes, Sébastien Bost, dans le cours de cette émission consacrée à Barbara comme citoyenne, Barbara dans la cité, pour évoquer peut-être le moment qui demeure le plus historique, le plus important de toute son œuvre, je veux dire la chanson Göttingen. Et je voudrais que nous restituions à la fois les circonstances dans lesquelles elle a surgi et les conséquences en relations internationales, dans les sensibilités collectives, du point de vue de la réconciliation franco-allemande que ce texte a pu avoir. Oui, l'histoire de cette chanson est vraiment extraordinaire. On est fin 1963, Barbara chante à l'Écluse. C'est une étudiante allemande de la ville de Göttingen qui est étudiante à la Sorbonne et qui la découvre. Et lorsqu'elle retourne dans sa ville, elle en parle au jeune directeur du Junges Theater
de la ville. Enfin, c'est le directeur de la programmation. Il lui dit, j'ai rencontré une artiste géniale qui chante sur les quais de Seine à Paris. Il faut la faire venir pour qu'elle chante dans notre théâtre. C'était un théâtre d'étudiants un peu d'avant-garde. Voilà une forte réticence à l'égard de l'Allemagne pour des raisons biographiques et à cause de l'oppression de la guerre. Alors Hans-Günther Klein, ce fameux directeur de la programmation du théâtre, vient la voir à l'Écluse, donc, essaie de la convaincre par tous les moyens de la faire venir. Elle ne veut pas parce que les blessures sont encore très vives, bien sûr, moins de 20 ans après la fin de la guerre. Mais elle réfléchit et elle se dit « Attention, je ne peux pas refuser une main tendue. C'est la jeunesse de Göttingen qui me tend la main. » Et c'est elle qui me montre l'exemple pour réparer justement des blessures qui sont encore vives. Je ne peux pas passer à côté de cette main tendue. Et elle s'y rend, et c'est vrai qu'elle reçoit un accueil absolument bouleversant, parce qu'en plus, d'abord elle retrouve dans ce théâtre, et elle en est enchantée, l'ambiance des cabarets de Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est un théâtre étudiant, avec une ambiance finalement très proche de celle qu'elle connaît à l'Écluse. Et puis il y a cette fameuse soirée où elle arrive, où elle ne peut pas jouer parce qu'il n'y a qu'un piano droit, et finalement elle exige un piano à queue, et on va chercher le piano, donc du coup on va le chercher en 4e vitesse et en catastrophe. Les étudiants démontent le piano, le remontent en scène, le concert commence avec 2 heures de retard, sans répétition, sans rien, et elle est très surprise, alors qu'elle-même ne parle pas allemand et qu'en France elle n'est pas encore très connue, de voir que la centaine d'étudiants qui lui fait fête est capable de fredonner les airs de ses chansons. Elle en est médusée, et c'est vrai qu'elle devait rester 1 ou 2 soirs, et elle va rester la semaine, et elle est tellement émue profondément par cet accueil chaleureux que le dernier soir, elle va écrire dans le petit jardin du théâtre ce texte avec une mélodie qui lui vient tout de suite en tête et qui s'appelle Göttingen, qu'elle va chanter le soir même alors qu'elle n'est pas terminée, bien sûr, avec cette promesse faite aux enfants de Göttingen. Les enfants blonds de Göttingen, je reviendrai la chanter. Eh bien, c'est la seule de ces chansons que je vais vous donner à entendre intégralement. Évidemment, elle est tout à fait digne d'être rappelée. Elle a été considérable. Oui, le soir même, d'ailleurs, Barbara avait fait ce serment au public de revenir la chanter à Göttingen en allemand pour manifester davantage encore, s'il est possible, cet amour qu'elle avait envie d'exprimer pour cette ville. Et voilà tout à coup ce chant qui devient un chant de réconciliation franco-allemand. Absolument. Il faut dire que la chanson date de 1964, on est 1 an après le traité de l'Élysée. Il y a juste 60 ans. Absolument. Et bien sûr, elle a tout de suite été ressentie comme un hymne de réconciliation, ce qu'elle est. Il faut dire quand même, elle dit dans la chanson, il y a des gens que j'aime à Göttingen, les enfants ce sont les mêmes à Paris, à Göttingen. Et mon cœur verserait une larme pour Göttingen s'il fallait reprendre la guerre. Donc c'est vraiment une chanson de tolérance, d'humanité, de main tendue, de réconciliation, de fraternité. Et elle a été pressentie un temps pour devenir l'hymne européen. Elle faisait partie des chansons ou des musiques possibles pour devenir l'hymne européen. Et au moment du grand débat de la Sorbonne, où François Mitterrand, notamment en face de Philippe Séguin, oui, en 92, à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht, le président Mitterrand exige que la chanson soit diffusée en générique de fin de l'émission. Et depuis, elle est inscrite officiellement dans les programmes scolaires allemands, et elle fait l'objet vraiment de répétitions. Elle est célébrée chaque année, commémorée. Au moment du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, traité donc de réconciliation de Gaulle-Adenauer en janvier 2003, au château de Versailles, en direct, on entend Gerhard Schröder, chancelier allemand, évoquer Barbara, évoquer Göttingen, et rappeler que lui-même avait été étudiant à Göttingen. Oui, il avait été étudiant à Göttingen, donc évidemment la chanson résonnait bien sûr pour lui de façon particulière. Et évidemment, 40 ans après la chanson et le traité de l'Élysée, son actualité n'avait pas perdu une ride, et on pourrait dire que 60 ans après, aujourd'hui, en 2024, il est plus que nécessaire de la chanter et de la faire connaître.
Oui, Göttingen nourrit la postérité de Barbara au centre, mais il est beaucoup d'autres signes de cette vitalité que les anniversaires scandent. Mais pas seulement les anniversaires, Sébastien Bost. Oui, c'est vrai que Barbara reste d'une actualité brûlante parce qu'elle propose une œuvre vraiment cohérente, très émouvante, avec des messages très forts. Chacun s'y retrouve. Nous puisons dans les chansons de Barbara des éléments pour construire notre propre vie, essayer d'avoir une idée de notre propre destin. Et c'est vrai que ces mots résonnent très très fort en nous encore aujourd'hui. On a donné son nom à des lieux dits, à des jardins, naturellement des jardins. Oui, des rues, etc. Et même un collège. Oui, récemment. Astin. Et surtout, on la chante beaucoup. On la reprend car c'est une œuvre vivante. Il ne faut pas simplement patrimonialiser Barbara. Il faut surtout la saisir dans ce qu'elle a de profondément vivant encore aujourd'hui. Donc il faut la chanter. Eh bien voilà un mot de la fin qui est parfait. Merci beaucoup Sébastien Bost. Votre livre important, Sébastien Bost, où vous analysez d'autre part l'art de la scène chez Barbara, nous n'avons pas pu y insister beaucoup. Votre livre s'intitule Barbara, la morsure et la caresse, publié aux éditions L'Assimar en 2023. Marie Schex a publié un beau livre qui s'intitule Barbara, de souvenirs littéraires et fidèles, aux éditions Kallmann-Lévy en 1986. Je signale aussi pour un portrait plus intime l'ouvrage de Jacques Tournier, Barbara ou les parenthèses, chez Segers en 1968, et puis de Valérie Lehoux, une biographie très complète qui s'intitule Barbara, portrait en clair-obscur, qu'elle a donné chez Fayard en 2007. Et puis hommage à l'association intitulée Barbara Perlimpinpin, qui a rendu hommage à notre chanteuse de façon très inventive, imaginative et fidèle. Oui, et qui a permis pendant plus de 20 ans de perpétuer son patrimoine artistique, ses partitions, ses costumes de scène, etc., qui sont aujourd'hui légués à des musées nationaux pour que la richesse de ce patrimoine artistique ne soit jamais perdue. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site avec les références des documents sonores que